Cerno. Une anti-enquête. Épisode 107. Je viens d'arriver à Bagneux. Je suis devant le cimetière. Je sais qu'André Geskov est enterré ici. Enfin, en tout cas, son mari est enterré ici. Et je voudrais retrouver sa tombe pour voir si je trouve quelques informations. Est-ce que ses enfants sont morts? Est-ce que la tombe est entretenue? Donc, est-ce qu'elle a de la descendance? Etc, etc. Je suis venu ici il y a très longtemps, il y a 2 ans peut-être, pour trouver la tombe de Alice Partouche Benaïm. Je vais dans le bureau de l'administration. Bonjour. Je cherche la tombe de André Geskov, veuve Ladan. Qui est André Ladan pour vous? Personne. Ouais. Je suis pas de la famille. Elle est très gentille, cette petite Catherine. Et elle est morte pendant la sieste. Elle a été tuée? Ouais. Ah oui, c'est Thierry. C'est pas moi. C'était un tueur. Bravo. On se voit un petit pont? Il y a des jeunes qui soupiraient à ce passage. C'est un pervers. Nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau. Ding ding. Mais qui êtes-vous, Julien? Moi? Cerno. Quand je monte à l'escalier, je m'attends à le voir dans le lit. Donc je marche dans l'avenue principale du cimetière. Il y a des perruches vertes qui volettent. J'arrive au premier rond-point. La dame du bureau du cimetière m'a dit que Lucien et André Ladan étaient seuls dans leur tombe et que la concession n'avait pas été renouvelée depuis 2015. Donc ça veut peut-être dire qu'ils n'ont pas eu de petits-enfants. En tout cas que personne ne se soucie de leur sépulture. On va voir si leur tombe est entretenue. Je tourne à droite, avenue des Micocouliers. 16e tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça y est. Oh là là. Lucien Ladan, 1904-1955. André Ladan, 1908-1986. Alors c'est une tombe très vieille, pas du tout entretenue, elle est cassée et ouverte. On peut même voir à l'intérieur. Il y a une petite stèle en plastique jaunie. Nous ne t'oublierons jamais. C'est presque illisible. Mais la gravure sur la tombe a dû être rénovée il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est encore très lisible. Le marbre est usé. Il y a une croix dorée sur la stèle. Au-dessus de la croix, une colombe qui tient dans son bec une branche d'olivier, peut-être. Bon. C'est donc la dernière demeure d'André Geskov. Et même sa tombe est muette. Leurs enfants ne sont pas enterrés avec eux. Peut-être qu'ils ont été incinérés. Ils ne sont pas mentionnés et on ne dirait pas qu'il y a eu des petits-enfants. Je sens que la mémoire de cette victime est vraiment en train de s'effacer. Il reste presque plus aucun souvenir d'elle, si ce n'est celui de son assassinat. Son nom sur la page Wikipédia d'un tueur en série. À côté, il y a une tombe fleurie, mais les fleurs sont fanées. À notre mamie, à notre arrière-grand-mère, à notre grand-mère, à ma mère. Je retourne à mon bureau pour faire quelques recherches généalogiques. Si elle a eu des petits-enfants, je devrais pouvoir les retrouver quand même. Il y a un énorme corbeau.
envole devant moi. « 3, 2, 1. Alors après cette escapade au cimetière, je suis de retour à mon bureau et je poursuis mes recherches sur André Geskov. Alors je sais que Lisa Doll avait pas mal cherché de son côté ses descendants, mais sauf erreur de ma part, elle n'a rien trouvé. Personne de vivant en tout cas. Elle m'a écrit d'ailleurs aujourd'hui même pour me dire « Hello, je suis en train de rebosser la piste André Ladan né Geskov. Je viens de découvrir que son vrai nom de naissance est Geskov, sans E à la fin, et qu'elle avait 13 oncles et tantes, donc sûrement plein de cousins. Je creuse, bise. » Et puis il y a un autre auditeur qui s'appelle Noël L, qui m'écrit qu'après s'être abonné au Patreon, il avait eu envie de m'aider dans mes recherches. Voici ce qu'il me dit. De ce que j'ai trouvé, elle et son mari ont vécu leurs premières années de mariage dans le 14e, au 3, place de la Porte de Vanves. Ça je le savais. C'est là qu'est née Jacqueline, leur première fille, qui je pense est toujours vivante. S'ils y vivaient dès 1931 et toujours en 1936, ce n'est pourtant pas là que sont nés leurs jumeaux, Lucien et Henri, puisqu'ils sont nés le 19 mai 1933 à Saint-Hilaire-la-Gravelle. Comme André et son mari n'ont pas déménagé entre 1931 et 1936, j'en conclus qu'ils sont nés là-bas, alors qu'André était parti rendre visite à de la famille, puisque la ville d'à côté est Moret, où elle est elle-même née. Dans le recensement de 1931, je me suis également aperçu que 2 autres personnes de la famille Ladan vivaient avec eux. Tu le sais peut-être déjà, mais sait-on jamais. Il s'agit de Robert et Aimé Ladan, jumeaux également, nés en 1916 et qui étaient en réalité le frère et la sœur de Lucien Ladan, le mari d'André donc. Ses parents étant décédés et son frère et sa sœur étant encore mineurs, ils ont été déclarés pupilles et Lucien en a eu la garde. Malgré tout, j'ai commencé quelques recherches du côté d'Aimé et Robert, aujourd'hui décédés, et je te tiendrai informé. Il est possible qu'ils aient eu des enfants qui sont toujours vivants. Quelques jours après, Noël m'a réécrit en me disant qu'il n'avait pas eu le temps de m'envoyer les documents qu'il a trouvés sur André Geskov, parce qu'il a beaucoup de travail en ce moment. Il me dit aussi « J'ai obtenu l'acte de naissance de Jacqueline Ladan, la fille d'André, et je pense qu'elle est toujours en vie. » Il n'y a pas de mention de son décès en marge de l'acte, ce qui serait obligatoire si elle était décédée. Jacqueline s'est mariée avec un monsieur Jolivet dans les années 1960. Je t'envoie tout ça rapidement, au plaisir et merci. Alors je remercie beaucoup Noël, ça nous fait une piste, Jacqueline Ladan, la fille d'André. Ce serait vraiment formidable qu'on puisse la retrouver. « 3, 2, 1. Paris, 13e arrondissement. Je suis boulevard Vincent Auriol. Et j'ai rendez-vous à la médiathèque du personnel de la Pitié-Salpêtrière. C'est toujours Françoise, la cardiologue, qui s'est rappelé que sa belle-sœur avait une amie, Brigitte, qui était à l'école avec la sœur de Thierry Paulin. Décidément, Françoise est cernée par Thierry Paulin. Et alors, Françoise m'a donné le numéro de Brigitte, et Brigitte m'a donné rendez-vous à la médiathèque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est là qu'elle doit travailler, je pense, et je vais voir ce qu'elle a à me dire. Il fait doux, il est 13h30. J'ai le sentiment de m'approcher dangereusement de Thierry Paulin. Donc je suis dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est immense. C'est comme une petite ville. Médiathèque. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Brigitte. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Julien, je suis Brigitte. Ah Brigitte, enchantée. Ça va? Voici Lily, voilà.
Bonjour. C'est la responsable de la médiathèque. D'accord, bonjour. Bonjour, c'est moi. Pardon de faire irruption avec mon micro, mais voilà. C'est une habitude. C'est une habitude, oui. Ah oui, d'accord. Alors, on se met dans une petite pièce à part. Oui, très bien. Voilà. Ouais, très bien. Lily vous voulez assister? Un petit café? Ah, volontiers. Ah, Ouais. court ou long? Court, s'il vous plaît. Tout le monde est sympa ici, j'ai l'impression. Comment? Tout le monde est sympa. Oui. Et puis j'ai choisi exprès un jeudi parce que, comme vous voyez, la bibliothèque est fermée au public. D'accord. Donc, comme ça, on est tranquille. Voilà. Oui. Parce que sinon, j'aurais été dérangée. Voilà. Alors ça, c'est une petite salle. D'accord. Voilà. Installez-vous. Merci. C'est une petite salle avec des BD. Oui, c'est une réserve en fait. Hein. Là, ce sont des livres jeunesse et ici, vous avez des bandes dessinées. D'accord. Voilà. Et puis, ça nous sert en même temps de petite salle de réunion. Oui, également. d'accord. Ça va se passer comment? Ce sera diffusé? Alors, c'est enregistré, c'est pas du direct. Et après, je fais du montage, beaucoup. Donc, je garderai tout ce qui est nécessaire, en fait. Oui, voilà. d'accord. En ce qui concerne Thierry Paulin, la personne que j'ai connue, je l'ai perdu un peu de vue. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2003. Hein, voilà. Et comme j'ai pu ses coordonnées de la contacter, donc je voudrais pas dire, voilà, je nommerai pas son nom, je préfère que ça reste anonyme. Oui. Voilà, parce que comme j'ai pas son retour, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Vous voulez du sucre? Non, merci. Merci. Comme ça? C'est trop court ou un autre? Ah, c'est parfait. C'est parfait. J'adore ça. Merci. Alors, en fait, Lily, Oui. c'est elle qui est à l'origine de notre rencontre. D'accord. Voilà. Très Donc, bien. Non, parce que je connais Françoise. Ah, vous connaissez Françoise. Voilà. Et alors, comment vous êtes la belle-sœur de Françoise? Non, Non. c'est une amie à moi, Sophie, qui est sa belle-sœur. Donc c'est comme ça qu'elle m'a parlé, elle a été amenée à me parler de vos recherches et de votre intérêt. D'accord. C'est Très ça, le départ de l'histoire. Ok, enchanté. Enchantée, je vais vous laisser avec Brigitte, hein, tranquillement, je pense que c'est mieux. Donc vous êtes Brigitte. Oui, alors donc je suis Brigitte et alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je me passionne beaucoup de tout ce qui est enquête criminelle, déjà en dehors de celle de Thierry Paulin, c'est devenu vraiment, je regarde toutes les émissions, toutes les histoires d'enquête criminelle. Et celle qui concerne Thierry Paulin, c'est parce que dans les années 80, donc moi j'ai 58 ans, donc dans les années 80, j'ai rencontré par hasard, enfin je suivais des cours, hein, je passais une capacité en droit et il y avait avec moi cette personne, une parente de Monsieur Paulin. Elle venait de Toulouse et ses parents avaient divorcé, sa maman était revenue à Paris et c'est pour ça qu'elle terminait ses études à Paris. Donc nous avons passé toutes les deux cette capacité en droit. Donc je m'étais douté qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait cacher puisqu'on avait un trombinoscope avec nos noms et toutes les personnes où on était en cours et le sien, il n'y avait pas son nom de famille mais je ne pensais pas et un jour je lui ai posé la question, j'ai dit comment ça se fait que ton nom n'est pas mentionné et elle m'a dit je t'expliquerai un jour, elle ne me l'a pas dit tout de suite et après voilà, elle m'a fait cette confidence qu'elle était parentée avec Monsieur Paulin quoi. Donc c'est une parente de Paulin. Oui, voilà, c'est bien ça. Moi, quand je suis venu ici, je pensais qu'il s'agissait de la demi-sœur de Paulin. C'est ce que j'avais dit au début. Comme quoi, avec le temps, la mémoire, vraiment. Et c'est ma sœur mon beau-frère, qui est le mari de ma sœur, qui m'a dit non, c'était pas sa demi-sœur. Parce que ma sœur, là, la connaissait aussi. Donc, et c'est là qu'il m'a dit que c'était... Une parente, vous dites. Voilà, une parente. Vous voulez pas dire... Voilà, je dirais parente. Mais sinon, si on s'était vu il y a 3 semaines, je vous aurais dit demi-sœur. Ce qui nous a rapprochés, c'est comme on était toutes les deux originaires des Antilles. On était les deux, donc c'est comme ça qu'elle a été amenée à se confier plus à moi par rapport à cette histoire. Quand je l'ai connu, c'était 87, donc il venait d'être incarcéré. Voilà, on savait que c'était lui, voilà. Donc cette histoire, elle était quand même, on l'a vécue, je dirais un peu presque en direct. Hein. Mais ce que je trouvais assez paradoxal, c'est que c'était la seule qui, même si elle reconnaissait l'atrocité
de ce qu'il avait fait, c'était la seule qui qui lui trouvait des circonstances atténuantes. Il aurait dit qu'il s'attaquait aux personnes âgées parce qu'elles étaient vulnérables, mais elle était persuadée qu'il y avait peut-être de ça, mais son problème était beaucoup plus profond. Puisqu'elle m'avait dit qu'il avait été élevé par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 10 ans. Et apparemment, ça se passait bien, hein. Elle lui a donné de l'amour, elle l'a élevé comme une grand-mère pourrait élever son petit enfant. Comme elle commençait à devenir âgée, il avait 10 ans, il était un peu turbulent. Donc, du coup, elle a demandé à la mère, moi c'est ce qu'elle m'avait dit, hein, de le prendre. La mère l'a pris. Elle avait refait sa vie et avait d'autres enfants d'un autre homme. Et il y a tout de suite eu une différence. Il ne s'est jamais senti très bien. Très vite, la relation avec ses demi-frères, et d'ailleurs, elle m'avait même dit alors, que c'était devenu très violent. Et ensuite, après, la maman réclamait toujours de l'argent, une pension alimentaire. Ça, je sais qu'elle m'en parlait au père. Et le père, il lui a dit, bon, bah écoute, je vais faire mieux, dans ces cas-là, tu me le renvoies. Donc la parente m'a confirmé qu'ensuite, il est parti sur Toulouse chez son père. Son père a essayé de le cadrer un petit peu, mais elle insistait bien sur le fait qu'il regrettait d'être parti de Martinique. Lui se sentait déraciné en quelque sorte. Oui, déraciné, et puis il n'a jamais pu trouver une place parce que du côté de sa maman, quand il est arrivé, sa mère avait refait sa vie, il y avait d'autres demi-frères et sœurs, donc il ne trouvait pas sa place. Et du côté du père, c'était pareil. Il y avait d'autres enfants, il avait refait sa vie aussi, le père. Donc, il n'y arrivait pas. Mais cependant, c'est quand même chez le père, d'après elle, où il est resté un petit peu plus longtemps. Le père a quand même essayé. Puis après, quand il l'a mis à la porte, bon ben là, c'était vraiment, c'était la fin. Je ne sais même pas s'il l'a revu après, quoi. Voilà. Sur le plan scolaire, elle me disait que c'était catastrophique, mais il a quand même fait un CAP de coiffure, je crois, de coiffure. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein, ouais, qu'il n'a pas réussi à avoir. Hein, mais bon, en tout cas, il avait cette formation, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et puis ensuite, après, elle l'a un peu perdu de vue. Et puis après, je pense que la suite, on la connaît. Hein, il est parti sur Paris, bon, il a travaillé un petit peu. Et c'est là que les horreurs ont commencé. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. Et ensuite, bon, après, le reste, ça, ce sont les faits divers. Et il y a une chose qu'elle m'avait dite, que j'avais trouvé un peu surprenante, c'est qu'elle était persuadée qu'on lui avait injecté le virus du sida. C'est ce qu'elle disait, hein, voilà. Pour elle, ça aurait été, je lui dis, mais c'est quand même incroyable, comment tu veux qu'on puisse... Elle me dit, oh, ben c'est facile, enfin bon, bref, c'était ce qu'elle pensait, quoi. Elle était dans une espèce de déni, peut-être. Oui, je pense, parce que je lui dis, mais quand même, il a avoué, il a pas... Voilà. Et voilà. Alors, c'est plus que du déni, c'est presque du complotisme. Oui, mais ceci dit, elle reconnaissait quand même que c'était horrible, hein, ce qu'il avait fait, hein, elle reconnaissait quand même. Hein. Alors d'un côté, elle avait aussi de la peine pour les personnes âgées qu'il avait tuées. Elle minimisait un peu sa participation, elle rejetait plutôt tous les actes de cruauté, elle les rejetait sur Mathurin, son compagnon. Et elle m'avait dit oui, de toute façon, parce qu'il y avait malheureusement une personne âgée qui avait été tuée dans des conditions absolument atroces, qu'on avait fait avaler de l'acide ou de l'ammoniac. Du Destop. Voilà, du Destop. Et ça, pour elle, c'était pas Thierry, c'était Jean Thierry. C'était Mathurin qui avait fait ça. Elle disait que, bon, même s'il tuait, mais le bourreau, c'était plutôt Jean Thierry. C'est vraiment ce qu'elle disait, quoi. Et puis voilà, moi je sais que je lui avais conseillé, je lui ai dit n'abandonne pas tes partiels, ça devait être en avril, hein, si je ne me trompe pas, parce avril-mai 89 par là. Hein. Je lui ai dit n'abandonne pas, continue tes études et tout ça. Puis elle me disait, oh, ben, si je deviens avocat, j'aurai intérêt à me marier, changer de nom, enfin bon, voilà quoi. C'est ce qu'elle me disait. Elle était complètement chamboulée. Voilà. Je pense qu'elle était restée dans les souvenirs d'enfance qu'elle avait avec lui. Il était très protecteur, très gentil. Et elle avait du mal à réaliser que c'était lui qui était capable de faire ça. Mais
Mais je voudrais revenir sur ce que je vous disais. Elle pense qu'à travers ses grands-mères aussi, sur le plan psychologique, elle était persuadée qu'il se vengeait de sa propre grand-mère, qu'il a considéré comme un abandon. Elle pense que c'était ça parce qu'elle se souvient de quelques souvenirs de lui quand il est arrivé sur Toulouse. Elle était un peu plus jeune que lui. Mais lui, il voulait retourner chez la grand-mère. Et je pense qu'il a essayé d'en parler, et c'était pas possible. Donc pour lui, il l'a ressenti comme un rejet. Parce qu'habituellement, on dit que sa grand-mère le maltraitait, mais vous dites l'inverse, qu'au contraire, elle lui donnait beaucoup d'amour, et le fait qu'elle l'ait lâché, voilà. il s'est senti perdu probablement. Oui, effectivement. Moi, j'ai jamais entendu de maltraitance vis-à-vis de la grand-mère, vraiment. D'après la parente, en tout cas, je sais que elle l'a connu petit, il devait avoir 2-3 ans d'écart, donc il en parlait tout le temps. Il voulait repartir, ça c'est sûr, il voulait repartir, et ça vraiment il en voulait à sa grand-mère. J'ai plutôt entendu, c'est elle qui me disait, elle commençait à prendre de l'âge, il était un peu turbulent, donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'en est débarrassée, quoi. Ouais. Mais maltraitée, non. Il faut savoir que aux Antilles, à cette époque-là, la génération de cette grand-mère, l'éducation, elle était très dure. Il fallait obéir, il fallait vraiment... moi, je me souviens que ma mère me disait, lorsqu'elle allait faire une course, mon grand-père, il crachait par terre, alors qu'on était sous 30 degrés, il fallait qu'elle soit revenue avant que le crachat soit sec. On éduquait les enfants vraiment très, très durement. Alors, est-ce que c'est ça qu'il a... Bon, il a peut-être mal vécu, mais en tout cas, d'après elle, il adorait sa grand-mère. Elle m'avait dit à l'époque, et c'est marrant parce que quand j'y repense aujourd'hui, elle m'avait dit oui, tu vois, parmi toute la liste des grands-mères, il n'a pas tué une seule grand-mère noire. Alors je lui dis, tu es sûr? Mais en réfléchissant, Julien, je me dis, mais pour qu'il y ait une grand-mère noire dans les années 80, il aurait fallu qu'elle soit née en France dans les années 20. Et à cette époque-là, il y avait très peu franchement, il y avait très peu de noirs antillais. Enfin, en 1920, née en 1920, enfin, c'était très rare. C'est après, sur le coup. Mais pour elle, elle me dit, je ne pense pas qu'il aurait tué une grand-mère noire. Vous voyez, elle allait vraiment jusque-là. Ouais. Elle pensait pas qu'il aurait tué une grand-mère noire. Voilà. Pour moi, c'est parce qu'il n'y avait pas de grand-mère noire, ou alors vraiment très peu. Ça se trouve s'il en avait rencontré une, mais elle disait ça en fait. Bon, je comprenais pas trop bien. Et en même temps, il se vengeait de sa grand-mère. Il y avait un peu d'incohérence dans ce qu'elle disait. Donc ensuite, après, je sais qu'elle a fait un DUG de droit. Donc moi, j'ai arrêté en cours, mais elle, je sais qu'elle a continué. Donc on s'est revus après, longtemps après, parce que ça devait être en 2003. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, voilà. Je me souviens parce que c'est par rapport à l'âge de mon fils, il était tout petit. De mémoire, je sais que je l'avais rencontrée un jour. On n'a pas eu le temps de discuter longtemps. Je sais qu'elle était juriste, c'est ce qu'elle a eu le temps de me dire. Elle allait en Guadeloupe et moi, j'allais en Martinique. Donc, on s'est croisés, les horaires, on n'a pas eu le temps de discuter très, très longtemps. On s'est pourtant échangé les numéros. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas le réflexe encore portable. Donc, je l'ai noté sur un papier et je n'ai pas retrouvé son numéro. Mais c'est vraiment la dernière fois que je l'ai vue. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je savais. C'est pas énorme, mais ça a été 3 ans de ma vie, voilà, avec cette personne, voilà, à se voir régulièrement. En gros, c'est vraiment ce que je me suis rappelé. J'ai bien fait attention de ne pas mélanger ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu et ce qu'elle me disait. Ouais. Donc j'ai bien remis ce qu'elle m'avait dit elle, pour pas mélanger avec ce que j'ai entendu, quoi. On avait 2 points en commun avec elle. C'est qu'on était originaire des Antilles, mais elle était née du côté d'Albi, je crois, et moi à Paris. Donc, on était toutes les deux antillaises, mais on ne connaissait pas les Antilles. Moi, j'étais allée une première fois, je devais avoir 10 ans, et on ne parlait pas le créole. Donc, on avait en plus ce point en commun. Donc, on était des Antillaises d'origine par rapport à nos parents. Et c'est ça qui nous a encore plus rapprochés. Parce que nos souvenirs, quand on ne parlait pas des Antilles. On ne connaissait pas. On parlait de notre vie en France, quoi. Et votre famille, elle était originaire de Martinique ? Alors, de Guadeloupe. De Guadeloupe. Et en fait, ma mère, elle est venue en France, ce qui est assez particulier, et c'est pour ça que c'est toujours très difficile. Elle est venue en France pour se soigner, en fait. Elle est arrivée en France à la fin des années 50, elle était toute jeune, et elle souffrait, alors aujourd'hui, on va dire bronchite asthmatiforme, mais à l'époque, on pensait que c'était la tuberculose.
À l'époque, c'était pas l'avion, fallait prendre le bateau. Donc ils ont payé, elle est partie, elle a mis 3 semaines avant d'arriver au Havre. Et du Havre, ensuite, elle est arrivée à l'hôpital Hôtel-Dieu, dans le 4e arrondissement. Et c'est là qu'elle a été soignée. Quand elle est arrivée, on l'a mis directement au sanatorium. Et après y être restée pendant une bonne dizaine de jours, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas du tout la tuberculose. C'est une chance qu'elle ne l'ait pas attrapée. Elle allait retourner en Guadeloupe. Et au moment de signer son autorisation de sortie, le médecin, à l'époque, on manquait de main-d'œuvre, c'était les années 60. Et le médecin lui dit, écoutez, pourquoi vous repartez chez vous? Je peux vous proposer un hébergement et un travail. Donc, elle a hésité un petit peu, mais en même temps, elle avait son père, mon grand-père, était très autoritaire. Et pour fuir un peu l'autorité du grand-père, elle s'est dit, bien, pourquoi pas? Mais, cependant, elle a dû lui envoyer un télégramme pour lui demander l'autorisation si elle pouvait rester finalement en France parce qu'on lui proposait un travail. Elle était persuadée que le grand-père aurait dit non, tu reviens tout de suite. Et finalement, le télégramme, il lui a dit oui. Donc elle est restée en France. Et c'est comme ça que je suis née en France, ma sœur aussi, voilà, dans le 4e, à l'hôpital Hôtel-Dieu, où elle travaillait d'ailleurs, dans le 4e arrondissement. Donc ça, c'est son histoire. Et l'histoire... Vous êtes née à l'Hôtel-Dieu? Oui, voilà, dans le 4e. Et l'histoire de la parente de Thierry Paulin était à peu près pareil aussi. En fait, on avait un statut, parce qu'on s'est assimilé immigré, parce qu'on avait une couleur de peau différente, et les gens nous disaient, on nous ramenait un peu à ça, donc on disait, oui, on est des immigrés, mais en même temps, contrairement à ce que font les autres familles immigrées, nous, on ne partait pas aux Antilles. Vous vous considérez comme immigrée alors que vous êtes française? Oui, effectivement. La Guadeloupe, c'est français. Effectivement, mais à l'époque, moi, j'ai traversé les années 70, enfant, on vous disait toujours, retourne dans ton pays. Je disais à ma mère, mais c'est quoi notre pays? Mais oui, c'est une petite île, voilà. Avec ça, et elle avait subi la même chose aussi, mais un petit peu moins violent pour elle que moi par rapport en région parisienne. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez raconter comment on vous a traité? En comparant, alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'on comparait toutes les deux. En ce qui concerne la parente, elle, c'était surtout des petites blagues sur ses cheveux frisés, des choses comme ça. On l'appelait le loup, la lionne avec les cheveux, des petites brimades. Mais moi, c'était beaucoup plus violent. Ding ding. Dans le prochain épisode de Cerno. Là, je l'ai attrapée à la gorge. Déjà, en la tenant, elle était déjà très mal. Et j'étais vraiment décidée à la violenter, malgré la présence de ma fille. À suivre. Ouais. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Il avait une nonchalance comme ça, il travaillait que le soir. Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Alors il y a évidemment un des grands cinéastes, dont je tairai le nom, mais plusieurs qui ont eu des palmes d'or à Cannes. Il y a aussi un tiers de bobos. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. D'accord. Et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.